Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Écomagie. Ils sont source de fantasmes, de rêves, offrent à certains, mais rares chanceux, une vie meilleure et fastueuse, font tomber d'autres dans l'addiction et le surendettement. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux jeux d'argent et de hasard. En 2013, 27,1 millions de Français ont dépensé plus de 12 milliards d'euros dans l'étiquette de la Française des Jeux. Véritable manne financière pour l'État, qui détient 2/3 des actions de l'entreprise, le secteur des jeux d'argent connaît une croissance exponentielle. Nous avons donc nommé cette émission par une question simple. Les jeux d'argent et de hasard sont-ils un phénomène de société ? Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter les 3 intervenants qui nous aideront à répondre à cette question tout au long de l'émission aujourd'hui. Tout d'abord, Clara Durtet, bonjour. Bonjour. Docteur en économie et écrivain spécialisé sur les jeux d'argent, vous avez notamment signé en décembre un livre passionnant, Jeux d'argent Paris gagnant. Élodie Bablo, bonjour. Bonjour. Vous enseignez le marketing à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre cours sur les stratégies marketing de l'industrie des jeux de hasard est considéré comme une véritable référence. Et enfin, Costa Andreevich, bonjour. Bonjour. Historien et sociologue, vous nous aiderez à comprendre d'où viennent les jeux d'argent et le rôle ou les rôles qu'ils jouent dans la société moderne. Pouvez-vous en préambule nous dire si ce phénomène de jeu est récent et sinon de quand date-t-il ? Eh bien, il faut savoir que du plus loin que l'on va chercher dans l'histoire de l'humanité, les jeux d'hasard puis d'argent semblent toujours avoir existé. Tenez par exemple, les plus anciens jeux de dés que l'on ait trouvés seraient issus d'une civilisation mésopotamienne et qui daterait de 6000 avant Jésus-Christ. Et avant même l'apparition de ces jeux fabriqués, on pense que les premières civilisations jouaient avec déjà des pierres ou des bâtons. Ensuite, les recherches nous montrent qu'en 3000 avant Jésus-Christ, les pratiques de ces jeux d'argent et d'hasard sont une pratique assez courante dans les civilisations chinoises, européennes et celles du Moyen-Orient. Les archéologues ont trouvé de nombreux jeux de dés à 6 faces durant cette période. Ils étaient fabriqués en os et utilisés pour remporter des mises d'argent. Les jeux les plus sophistiqués apparaissent, eux, en 1000 avant Jésus-Christ, et leurs règles se compliquent. Ce sont en fait les ancêtres de nos jeux de société. Ils étaient surtout utilisés pour les couches les plus riches de la société, pour miser de l'argent. Les jeux de dés, eux, sont devenus un des loisirs du peuple, les classes populaires. Les premiers paris sportifs sont apparus, eux, dans la Grèce antique, lors des combats ou des courses, et des Jeux olympiques sont un très bon prétexte pour qui voulait parier de l'argent. L'apparition du papier en Chine, aux environs de 1000 avant Jésus-Christ, permet la création de jeux plus élaborés et des premières cartes à jouer. D'accord, et ensuite ? Le Moyen-Âge est une période sombre socialement, les distinctions sont très fortes et les pratiques ne sont pas les mêmes selon qu'on est de la classe supérieure ou inférieure. Les dés deviennent le jeu des pauvres puisqu'il est facile à fabriquer, tandis que le jeu le plus évolué sont donc plus chers et se jouent à la cour. Au XIVe siècle, les cartes se démocratisent et l'apparition de l'imprimerie permet une diffusion à grande ampleur des jeux uniformes et donc de règles plus uniformes. Les premières loteries voient aussi le jour et sont donc gérées par le royaume, et les dirigeants comprennent à ce moment que le potentiel financier de ces jeux est très fort. D'accord, donc là vous venez nous parler de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la Renaissance, qui me semble a été la période d'importants changements ? Venise en est le parfait exemple. Avec l'expansion des flux commerciaux maritimes, les ports deviennent des lieux de richesse où viennent se rencontrer les cultures, et donc les jeux du monde entier. En 1638, Venezia est la première ville où l'on trouve un casino, dans lequel on peut jouer aux jeux de toute la planète, comme les jeux de dés, de couteaux ou encore de cartes. Merci Costa Andreevich pour ce rappel historique quelque peu fastidieux mais néanmoins réellement nécessaire à notre analyse. Le phénomène des jeux d'argent n'est donc pas nouveau. On estime qu'aujourd'hui, en France, 1/3 de la population y joue régulièrement et que le chiffre d'affaires de ce secteur se compte en dizaines de milliards d'euros par an. On ne prend donc pas beaucoup de risques à dire que les jeux d'argent sont un phénomène récurrent et important dans notre société aujourd'hui. Monsieur Andreevich, pourquoi les gens jouent-ils alors que l'on sait bien qu'une large majorité des joueurs perd ses mises ? Les jeux ont plus d'une fonction sociale. S'ils sont source de fantasmes, d'addiction, ils jouent aussi souvent le rôle de lien social. On se retrouve dans les bars PMU, aux tables des pokers, autour des jeux compréhensibles par tous. Et c'est là une des caractéristiques essentielles des jeux. Ils fédèrent autour des règles simples, des personnes de tout horizon différents.
Il ne faut pas pour autant oublier qu'ils peuvent aussi être clivants, le public des PMU n'étant pas celui des casinos. Le leader incontesté de ce marché prolifique est la Française des Jeux. Clara Durtête, est-ce que cette entreprise a toujours dominé le secteur ? Depuis 40 ans, le marché des jeux d'argent et de hasard a connu une croissance exponentielle. Le chiffre d'affaires de ce secteur est en effet passé de 98 millions d'euros en 1960 à 37 milliards d'euros en 2006. Dans cette dynamique globale, le chiffre d'affaires de la Française des Jeux affiche depuis 1995 une constante évolution, puisqu'il est passé de 5 033 millions d'euros en 1995 à 12 000 millions d'euros en 2012. Et ce phénomène continue à s'amplifier. La Française des Jeux nous annonçait en effet le 3 décembre dernier un résultat record en 2012 à 12,1 milliards d'euros, en hausse de 6,1% par rapport à 2011. A noter qu'en 2002, au moment du passage à l'euro, la société a pu augmenter ses prix, comme de nombreuses entreprises à ce moment, et ainsi réaliser des bénéfices importants supplémentaires. Mais mademoiselle Durtête, comment cette tendance se traduit-elle pour la consommation des ménages ? Eh bien, on observe différents phénomènes. D'un point de vue général, d'abord, les chiffres de l'INSEE nous montrent une augmentation de la consommation des ménages dans les jeux d'argent de 148% entre 1960 et 2012. Paradoxalement, toujours selon les mêmes chiffres, la Française des Jeux a perdu 20% de ses joueurs entre 1999 et 2012. Comme je vous l'expliquais pourtant, la croissance du chiffre d'affaires de la Française des Jeux est exponentielle depuis 40 ans. Ces évolutions contraires s'expliquent en fait par un phénomène simple. Le nombre de joueurs diminue, mais ceux-ci misent des sommes de plus en plus élevées. Malgré cette baisse de consommateurs, la Française des Jeux a une clientèle fidèle et finalement très nombreuse. Élodie Babloc, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes stratégies marketing mises en place par la Française des Jeux pour fédérer ses clients et conquérir de nouveaux ménages ? La Française des Jeux a toujours eu cette force, de se renouveler en permanence et de mettre très régulièrement en place de nouvelles techniques de marketing pour gagner une plus grande part de marché. Patrick Buffard, le directeur marketing de la Française des Jeux, explique d'ailleurs que l'axe prioritaire de son marketing est de toujours chercher de nouveaux clients. Mais concrètement, par quoi se traduit cette conception de la stratégie publicitaire et marketing ? Essentiellement par la conception de nouveaux jeux. Dans cette perspective, il y a eu par exemple en 2004 la création de l'euro-million, ou encore plus récemment en 2012 du jeu poil à gratter. L'idée est que chaque jeu doit viser une clientèle particulière et s'alimenter d'un ou plusieurs phénomènes de société. Le jeu poil à gratter a par exemple été créé en partant d'un constat sociologique au niveau national. La France serait le pays qui compte le plus de chiens et de chats. L'entreprise s'est donc appropriée cette statistique pour en faire un jeu. La réactualisation des différents jeux est également une de leurs principales techniques de marketing. Chaque année, la Française des Jeux revisite un de ses jeux phares, à l'image de l'euro-million, complètement revisité en 2011. Ça passe également par un changement dans les possibilités de gain ou même un design différent, plus moderne. Comme vous pouvez le voir notamment pour ce ticket Astro, la différence entre le design de 2004 et celui de 2012 est tape à l'œil. Rajeunir ces jeux est un des enjeux principaux de la communication marketing de l'entreprise. Leur but est de rendre les jeux le plus attractifs possible. D'accord, la Française des Jeux établit donc ses stratégies marketing en fonction des envies et besoins des différents publics qu'elle veut conquérir. Marketing efficace, renouvellement, la Française des Jeux semble être une affaire qui roule. Élodie Babloc, nous savons bien que malgré toutes les bonnes volontés, un produit n'est pas acheté si on ne le vend pas correctement. Pouvez-vous nous expliquer comment la publicité est appréhendée à la Française des Jeux ? Mais avant de répondre, regardons ensemble ce spot de 2008 pour le loto. Qu'est-ce qui a changé? Oh les gars, la vue! On n'a même plus le temps de regarder la télé. J'en ai profité pour voyager. Là, on est à... j'ai changé de voisin. Il parle pas beaucoup. Hein. On est où non. Prends plus le bus pour aller travailler! Ah non, j'ai pas changé de boulot. J'ai changé de voiture. En revanche, je peux plus prendre les bagages. Nouveau loto, la chance appartient à tout le monde. Depuis les années 80, la Française des Jeux utilise des spots publicitaires originaux dans le but de générer de nouveaux clients. Cette publicité a beaucoup évolué depuis ses débuts. De 1980 à 1995, elle utilisait des guest stars, des humoristes, des acteurs. Depuis,
Comme on le voit dans le spot, le choix a été fait de se rapprocher du grand public en remplaçant les stars par des anonymes. Ces derniers peuvent être identifiés comme monsieur et madame tout le monde et sont donc plus représentatifs des individus qui franchissent les portes d'un bureau de tabac. En se basant sur des slogans efficaces et des phrases désormais cultes, les publicités de la Française des Jeux laissent à penser que gagner une somme hors norme est à la portée de tous. Autre technique novatrice utilisée par la Française des Jeux, le street marketing, qui consiste à utiliser l'espace public pour promouvoir un événement, un produit ou encore une marque. L'année dernière, lors d'un super loto du vendredi 13 décembre, la Française des Jeux a ainsi lancé sa première campagne de street marketing. L'idée était de distribuer gratuitement des gants en laine aux passants. Il s'agissait de gants avec 2 doigts croisés, synonyme de chance au jeu, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Cette opération spéciale a eu lieu le jour même du vendredi 13 dans 5 villes de France: Marseille, Lens, Strasbourg, Rennes et Paris, avec plusieurs sites de distribution par ville. Ils en ont distribué plus de 10 000. Cette opération a réellement eu un impact. Pour finir notre émission et parler un peu de l'avenir, il y a un élément que nous n'avons pas du tout abordé encore. Il est pourtant crucial, l'apparition du web. Clara Durtête, quelle est l'apparition d'Internet sur le secteur des jeux d'argent? Eh bien, la Française des Jeux s'est très vite implantée sur le web et a eu le flair d'en faire un de ses enjeux principaux. Et jusqu'en 2010, elle a détenu ce monopole du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ensuite, de nombreux sites ont pu se créer et se développer grâce à la loi numéro 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture des jeux d'argent et de hasard en ligne pour maîtriser la concurrence et la réguler. C'est ainsi que des sites comme BetClick, Bwin ont commencé à concurrencer la Française des Jeux. Le PMU est aussi considéré comme un gros gagnant de l'ouverture des jeux d'argent en ligne, car en fin 2012, l'entreprise de Paris obtient désormais 23% des parts du marché. C'est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Merci à tous les trois pour vos interventions tout à fait pertinentes et passionnantes. Au cours de la préparation de notre émission, nous avons appris, selon une enquête de l'AFP, que 3 des 4 opérateurs des jeux d'argent, PMU, jeux en ligne et casinos, ont enregistré une baisse de leurs ventes en 2013. La Française des Jeux est le seul à avoir augmenté les siennes et a même gagné de nouveaux joueurs, preuve de l'efficacité de ses stratégies marketing. D'un point de vue global, en 2013, les dépenses de Français en jeux d'argent ont reculé pour la première fois dans l'histoire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre émission que vous pourrez revisionner sur notre site internet dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Vous y trouverez également de nombreux liens, références et textes qui vous permettront d'approfondir ce sujet passionnant si vous le voulez. À la semaine prochaine!